L'enquête sur l'attaque du dépôt d'armes de Yimdi progresse vite. 11 personnes ont déjà été arrêtées. Des militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle et un civil. 6 autres éléments sont actuellement recherchés. Leurs photos ont été rendues publiques et le concours de la population est sollicité. Haro sur les terroristes de tout poil, les marches citoyennes se succèdent pour dénoncer la barbarie. À Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, de nombreux citoyens sont descendus dans les rues pour montrer leur détermination et surtout pour rendre hommage aux victimes des attaques. L'hommage de la nation, elle, est prévu pour demain. Le ministre Simon Compaoré est notre invité. Et puis la journée continue qui rythme le quotidien des travailleurs burkinabés depuis septembre. Elle présente de nombreux avantages, mais pour les parents d'élèves, que de contraintes. Il a donc fallu réaménager les horaires des élèves. Explications et témoignages dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'enquête sur l'attaque du dépôt d'armes de Yimdi progresse vite. L'armée s'est exprimée sur la traque des auteurs. Un coup de filet a été mené dans le quartier Kouritenga de Ouagadougou. 11 personnes ont déjà été arrêtées et sont actuellement auditionnées. Des militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle et un civil. L'armée confirme que des armes ont été emportées par les assaillants. Olo Poda. Hommes de garde et des Kalachnikov emportés. C'est le bilan de l'attaque du dépôt d'armement de Yimdi. Immédiatement, il y a un dispositif qui a été mis en place pour mener des recherches et des poursuites contre les auteurs de l'attaque. Cela a conduit à l'arrestation de 4 personnes. Ils sont en train d'être interrogés en ce moment par la gendarmerie. On a même lancé. Voilà, difficulté technique au début de ce journal. Nous allons laisser le temps à nos équipes techniques de résoudre le problème. Et comme je vous annonçais donc en titre, l'invité de ce journal est M. Simon Compaoré, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Alors demain, donc, la nation entière va rendre hommage aux victimes des attaques terroristes de ce 15 janvier à Ouagadougou et dans le Sahel. Monsieur le ministre, pour commencer, dites-nous quel est le bilan définitif de ces attaques-là? Alors, pour ce qui concerne l'attaque de Ouagadougou, qui a eu lieu le 15 janvier 2016, nous enregistrons à la date d'aujourd'hui 30 morts. À ces 30 morts, bien sûr, il faut ajouter les 2 décédés à Inabao, dans le département de Tinakov, ce qui nous donne un chiffre de 32 pour la journée du 15. 2 à Tinakov et 30 à Ouagadougou. Et combien de nationalités? Une dizaine de 10 nationalités, et, disons 11, plus le Burkina Faso, y compris le Burkina Faso. Donc c'est 11 au total. Ok. Alors, Monsieur le ministre, demain donc sera donc la nation va rendre hommage à toutes ces victimes-là, un hommage solennel de la nation. Quel sera le contenu de cette journée? Il faut dire aussi, je pense qu'il faut parler aussi des blessés. Il y a eu en tout, pour ce qui concerne l'attaque de Ouagadougou, 71 blessés qui ont été référés au niveau des structures sanitaires de la ville de Ouagadougou. Et sur ces 71 blessés, il y a malheureusement des blessés qui est décédé, une franco-marocaine qui est décédée malheureusement. Donc, les 70 blessés, la plupart de ceux qui étaient admis à l'hôpital sont sortis
À la date d'hier, nous avions encore 5 qui étaient toujours à l'hôpital Yalado et 2 à l'hôpital Blaise Compaoré à Tengandoro. Alors, le contenu de cette journée d'hommage, donc demain? Alors, c'est le Conseil de ministres, séance du 20 janvier dernier, qui a décidé, sur proposition de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, d'organiser demain une journée d'hommage à la mémoire de tous ces disparus du 15 janvier 2016. Cette journée d'hommage va concerner aussi bien les 30 qui sont tombés à Ouagadougou, mais aussi, nous n'oublions pas les 2 dans la même journée, le gendarme et le civil qui ont été tués à Inabao, dans le département dans la commune rurale de Tinakov. Et demain donc, à partir de 8 heures, disons même à 8 heures, il est prévu la mise en place terminée des populations et quelque temps après, les autorités vont s'amener et aux alentours de 10 heures, la cérémonie proprement dite va commencer. Alors c'est l'occasion pour nous d'inviter toute la population, les gens des marchés, il y a le secteur informel, les fonctionnaires et tous ceux qui habitent la ville de Ouagadougou ou qui sont de passage, de venir nombreux, les femmes, les jeunes, les anciens, que nous soyons nombreux à la place de la Révolution pour témoigner notre solidarité à l'endroit des familles endeuillées, mais rendre hommage à tous ces victimes innocentes qui sont tombées sous les balles assassines des djihadistes. Alors, Monsieur le ministre, concrètement, quels seront les moments forts de cet hommage solennel aux victimes de ce 15 janvier? Alors, il est prévu d'égrener les noms de ces 32 victimes, 30 à Ouaga, 2 à Tinakov, de les citer nommément et en précisant leur nationalité. Et nous aurons des photos également pour que tous ceux qui vont venir à la place de la Révolution puissent visualiser ces victimes. Et puis, il y aura des prières qui seront dites par la communauté, les musulmans, les catholiques et les protestants. À la suite de quoi, nous allons entendre le discours des représentants des victimes. Et puis, le clou de la cérémonie, c'est le discours du président du FASO qui va rendre hommage à toutes ces personnes qui sont tombées. Des personnes qui n'ont pas de à mourir, mais qui, par la force des choses, par la faute de ceux-là qui ont pour seul objectif de tuer suffisamment de gens, le président du FASO va rendre hommage à toutes ces personnes-là. Et je crois que c'est le point, le clou de la cérémonie. Et en ce qui concerne les obsèques de ces victimes? Oui, nous avons, avant-hier, rencontré les parents des victimes, d'ailleurs, à 2 reprises d'ailleurs. Mais la dernière rencontre, c'est il y a 2 jours. Nous avons pu échanger avec ces parents-là et demander un peu ce qu'ils souhaitaient. Et nous leur avons assuré l'accompagnement du gouvernement. Et un certain nombre de familles ont souhaité voir la possibilité qu'on puisse leur donner d'enterrer dès maintenant leur mort. Il y en a également qui ont demandé, pour ce qui est des étrangers, quelques étrangers qui ont déjà amené leur mort au niveau de leur pays. Et il en est ainsi donc de la Marocaine qui est déjà partie, les Libyens, et je crois 2 autres nationalités
qui sont partis avec leur corps. Et ici même, il y a 7 personnes qui ont été déjà enterrées et l'Américain, il y a un Américain parmi les victimes. L'Américain sera enterré demain, même à Yako, à 10 heures. L'humanitaire américain. Voilà. Alors, monsieur le Mais ministre, il faut préciser que le gouvernement a tenu à accompagner, à demander à toutes les familles qui le souhaitent. Le gouvernement a décidé de les accompagner sur tous les plans. Et des dispositions ont été prises par le ministre de la Justice au niveau des 2 morgues à la suite des identifications qui ont été faites pour faciliter l'enlèvement des corps. Il en a été de même également du ministère de la Santé qui a pris des dispositions au niveau des 2 morgues, à l'hôpital Yalado et à l'hôpital Blaise Compaoré, pour permettre aux familles de ne pas avoir de tracasseries au niveau des formalités. Okay. Alors, nous avons aidé également certaines familles qui le souhaitaient pour l'acquisition des cercueils et des dalles. Et nous sommes restés à la disposition des familles et le Premier ministre a instruit le gouvernement pour que à chaque enterrement, le gouvernement soit représenté. Alors, monsieur le ministre, pour ce qui concerne les dispositions sécuritaires pour cette journée d'hommage, parce que vous avez lancé un appel à toute la population, alors est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui sont prises demain, en tout cas pour assurer la sécurité de cet hommage national? Absolument, absolument. Depuis d'ailleurs l'attaque de Ouagadougou et celle de Inabao, le président du FASO, le Premier ministre ont donné des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité et des dispositions assez renforcées ont été prises. Pour ce qui est de la journée de demain, je dois dire même que si vous sortez cette nuit, aux alentours de la place de la Révolution, vous saurez que des dispositions assez vigoureuses sont prises. Alors, demain également, il n'y a pas de crainte. Tous ceux qui veulent et qui le peuvent doivent venir à la place de la nation. Toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des uns et des autres. Alors, monsieur le ministre, une batterie de mesures avait été donc annoncée au lendemain de l'attaque du 15 janvier à Ouagadougou. Comment se passe l'opérationnalisation de ces mesures? Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de nos ambitions? Parce qu'on a annoncé des contrôles renforcés et en tout cas un déploiement important des forces de l'ordre un peu partout sur le territoire. Avons-nous les moyens de nos ambitions, monsieur le ministre? La question des moyens se posait tout le temps, mais pour ce qui m'a été donné de voir concrètement, hier on était à Djibo et à Tinakov, nous avons vu que les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité, les policiers, les gendarmes, les militaires, tout le monde est sur le pied de guerre. Et des dispositions sont prises à ce niveau. Sur tous les tronçons, les axes routiers pour des contrôles systématiques. Et des fouilles sont opérées également dans certains endroits qui nous sont indiqués par les populations et c'est l'occasion de les remercier et de solliciter que cette contribution des populations se poursuive. C'est parce qu'on a des informations que tout avance. On vient de donner des informations tout à l'heure que parmi ceux qui ont attaqué Yimdi, il y a déjà 11 qui sont en arrestation. Et 6 qui sont en fuite. Et voilà, cela parce que la population collabore et nous souhaitons que cette collaboration se poursuive dans l'intérêt bien compris de tous. Parce que en matière de sécurité, ce n'est pas seulement les gendarmes, les policiers, les militaires, c'est nous tous qui devons contribuer activement à ce que notre pays soit un havre de paix, un pays où les étrangers peuvent continuer à venir, où les investisseurs peuvent continuer à venir et faire de bonnes affaires. Monsieur le ministre, si je pose la question des moyens, c'est parce que nous-mêmes avons été témoins. Ici à Ouagadougou, en tout cas, les policiers nous ont contrôlés et il se trouvait que
5 policiers déployés pour ce contrôle, aucun d'eux n'avait une arme. Comment on peut expliquer cela, monsieur? Ici à Ouagadougou, bon, ça c'est quand même rare, hein, parce que rien que pour leur propre sécurité, on ne peut pas envoyer des gens sans armes. Bon, ça, je vais... vous me donnez une information, je ne suis pas au courant, nous allons vérifier. Mais en général, quand on envoie des gens sur un axe donné, il y a au moins des éléments parmi qui sont armés. Donc, c'est ça la règle générale. Donc, ce que vous dites là, c'est rarissime. C'est vrai que nous avons besoin d'armes, nous avons besoin de moyens, un moyen roulant, mais il faut dire que tous ceux qui sont sur les axes routiers, en ville, en train de patrouiller, ils ont un minimum de dotation. Là, pour que des gens ne pensent pas que les gens sortent les mains nues, hein. Ah bon, ceux qui vont tenter, ils vont la prendre à leur dépens. Alors, en tout cas, tout est mis en œuvre pour que les gens soient sécurisés. Ce dispositif, il est juste temporaire ou bien désormais il faudra composer avec ces mesures? Avec ce qui se passe, je crois que la question sécuritaire devrait être une préoccupation de tous les temps et de tous les jours, parce qu'on ne sait pas d'où peut venir la surprise. Donc il faut que dans notre subconscient, au niveau des populations, au niveau des forces de défense et de sécurité, au niveau du gouvernement, nous ayons toujours en présence que la question sécuritaire est une priorité des priorités. Sans sécurité, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de tranquillité. Donc, ça sera un axe permanent, mais ce n'est pas parce qu'on s'occupe de la sécurité qu'on va oublier le développement. Ça va de pair. Et vous aurez l'occasion de le constater. Merci, monsieur le ministre, pour toutes ces informations. Un rappel, mesdames et messieurs, monsieur Simon Compaoré, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, était l'invité de ce 20h. Il a été question donc de la journée d'hommage qui sera rendue demain aux victimes des attaques du 15 janvier à Ouagadougou. Et justement à ce sujet, je porte à votre connaissance le communiqué de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie d'hommage aux victimes des attaques terroristes survenues le vendredi 15 janvier 2016. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées ce lundi 25 janvier 2016 à 10h à la place de la Nation. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. Alors, comme je vous le disais, l'enquête sur l'attaque du dépôt d'armes de Yimdi progresse vite. L'armée s'est exprimée sur la traque des auteurs. Un coup de filet a été mené dans le quartier Kouritenga de Ouagadougou. 11 personnes ont déjà été arrêtées et sont auditionnées par la gendarmerie, des militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle et un civil. L'armée confirme que des armes ont été emportées par les assaillants. C'est un reportage. Cette fois, j'espère, c'est la bonne de Olo Poda. Un blessé du côté des hommes de garde et des Kalachnikov emportés. C'est le bilan de l'attaque du dépôt d'armement de Yimdi. Immédiatement, il y a un dispositif qui a été mis en place pour mener des recherches et des poursuites contre les auteurs de l'attaque. Cela a conduit à l'arrestation de 4 personnes. Ils sont en train d'être interrogés en ce moment par la gendarmerie. Dans la même lancée, nos unités déployées sur le terrain ont reçu des renseignements qui ont permis de localiser d'autres éléments. Alors qu'ils étaient dans une villa au quartier de Kouritenga, ils ont été cueillis par surprise sans avoir eu le temps d'opposer de résistance. L'opération a été menée hier nuit aux alentours de 19h. Le bilan fait état de 11 individus arrêtés, tous de l'ex-RSP. Des éléments qui se comportent bien dans nos garnisons depuis qu'ils ont été mutés. En tout cas, ils ont une bonne conduite, si bien que nous travaillons ensemble et nous, en tout cas, nous voulons continuer dans ce sens-là. Mais, comme vous savez, il y a toujours des brebis galeuses, il y a des individus qui ne comprennent pas toujours. Et ce sont ces gens-là qui se mettent en marche de la marche du peuple.
D'autres assaillants sont toujours en fuite avec à leur possession des armes. Les photos et les identités justement des fugitifs doivent être dans vos boîtes e-mail, n'est-ce pas, capitaine? Et justement, nous comptons sur votre contribution et votre soutien pour leur diffusion. Les enquêtes et les actions sont toujours en cours. Pour l'instant, il est difficile d'affirmer l'implication des forces extérieures, selon le conférencier qui rassure que le dispositif sécuritaire a été renforcé sur le site. Et dans cette traque aux auteurs de l'attaque de Yimdi, vous l'avez entendu, 6 personnes sont actuellement recherchées par les services de sécurité des éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Ils sont actuellement en fuite. Leurs photos ont donc été publiées et selon la direction de la communication des armées, ils ont été localisés à Komsilga, à Sapone, IPLC et Léo. En petit groupe de 2 ou 3, ils circulent en petit groupe de 2 ou 3 donc à moto. L'armée demande à la population de les dénoncer et surtout de refuser de les cacher. Et puis, je vous le disais en titre, plus d'une semaine après les attentats de Ouagadougou, les marches citoyennes se multiplient pour dénoncer la barbarie des terroristes et rendre hommage aux victimes. C'était le cas matin à Ouagadougou à l'appel du collectif Initiative Burkina Debout. Gérard Sommet et Bouma Ernest Nébier. Un peuple debout est un peuple invincible. C'est l'esprit qui guide ici les pas des marcheurs. L'ensemble du monde associatif est dans la rue pour dire non au terrorisme au Burkina. La chose qui veut crever l'œil, c'est quoi? C'est les barbares, c'est les djihadistes. C'est pour témoigner notre solidarité à toutes les familles des victimes. Et également dire à ces terroristes qui ont perpétré ces actes ignobles-là que le peuple burkinabé n'a pas peur. Que le Burkina Faso est une mauvaise destination pour eux. Parce que, ensemble, avec toutes les forces vives de la nation, nous allons combattre le terrorisme au Burkina Faso. Après la place de la Nation, les marcheurs marquent un arrêt en face du rond-point des Nations Unies. Là, les photos des victimes tuées lors des attentats djihadistes à Kapukino et à l'hôtel Splendide le 15 janvier dernier sont présentées. L'hymne national est chanté. Du rond-point des Nations Unies, ils prennent l'avenue Kwame Nkrumah. Une escale de 2 minutes est faite à environ 200 mètres du lieu du drame. Les marcheurs prennent ensuite l'avenue de la cathédrale. Parmi eux, le propriétaire du restaurant Cappuccino. De retour à la place de la Nation, les représentants des associations réunies autour du collectif Initiative Burkina Debout au plateau condamnent tour à tour le terrorisme et surtout les attentats survenus à l'hôtel Splendide et à Cappuccino. Le propriétaire du Cappuccino, toujours sous le choc, prend la parole. Tant que j'aurai la foi, tant que j'aurai la vie, j'essaierai de me battre en la mémoire de ceux qui ont laissé leur vie chez moi. Donc, merci à tous, excusez-moi, je n'ai pas la force de parler davantage, mais je sais que le Burkina est une terre d'accueil. La marche meeting se termine par une remise de mémorandum au ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré. Hier, dans la soirée, déjà de nombreux citoyens s'étaient retrouvés sur l'avenue Kwame Nkrumah pour une marche silencieuse. L'initiative est née sur les réseaux sociaux, une marche blanche et silencieuse ainsi que des bougies et des fleurs pour rendre hommage aux victimes des attaques du 15 janvier et inviter les Burkinabés au sursaut. Konsoun Koulibaly et Pascal Canet. C'est une marche citoyenne pour dire non au terrorisme. Il y a une semaine de cela, des hommes sont tombés sur cette avenue. Alors, spontanément, ils se sont donné rendez-vous ici pour leur rendre hommage et clamer haut et fort que le Burkina Faso n'est pas cela. Silencieusement, le cortège a parcouru environ 1 kilomètre pour bouger des fleurs à côté du café Cappuccino et de l'hôtel Splendide. Puis, à travers poèmes, slams et danses chorégraphiques, les marcheurs en blanc ont montré que le Burkina Faso reste debout malgré tout. J'évite l'amalgame du nom. Je préfère plutôt indexer le genre. Mesdames et messieurs, ces hommes ne sont ni chrétiens, ni musulmans, ni même croyants. Ce sont des terroristes. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne méritons pas ça.
Nous avons besoin de paix dans notre pays. Faites pardon, pitié, laissez-nous en paix. C'est pour ça que nous sommes sortis, encore pour dire aux familles endeuillées, nous pleurons avec vous. Sadi était là le jour de l'attentat. Il a perdu un ami et des voisins. Mais comme les autres marcheurs, il tient à réaffirmer que le terrorisme ne gagnera pas. Un de nos collègues est mort. On est venu ici à cause de lui, à cause de nos voisins à Cappuccino, pour dire qu'ils ne peuvent jamais gagner. Comme un pied de nez aux terroristes, la manifestation s'est terminée par un partage de café pour dire que les Burkinabés continueront de boire du cappuccino. Même élan citoyen à Bobo Dioulasso, ce matin, de nombreux citoyens de la ville de Sia étaient dans la rue pour crier leur haro aux terroristes. Les marcheurs ont pris la direction du gouvernorat où ils ont transmis leur message. Betty Bienaon et Ali Traoré. Bobo Dioulasso dit non aux récentes attaques terroristes qui visent à déstabiliser le Burkina Faso. Et tous les moyens sont bons pour exprimer son ras-le-bol. Témoin cette marche ici à Sia. Par cette activité, les manifestants disent ne pas céder aux actes barbares des terroristes. Juste pour accompagner l'État, dire que nous les soutenons dans leur démarche contre le terrorisme et que nous, Bobo aussi, nous, population de Bobo, on reste vigilante et on va continuer à dénoncer toute personne suspecte. Je dis bien toute personne suspecte. Ce n'est pas la chasse à la sorcière. Et aider les forces de l'ordre, la sécurité, les accompagner. Avec des slogans et pancartes hostiles au terrorisme, les manifestants ont battu le pavé de la place Tefo-Amoro jusqu'au gouvernorat. Là, le Ditanien a entonné ensuite le message. En matière de terrorisme, nous demandons au gouvernement de faire sienne cette citation latine, je le cite, Dura lex, sed lex, qui veut dire dure est loi, mais c'est la loi. Aussi, toutes les forces vives du Burkina doivent rester mobilisées contre le terrorisme. Cette autre forme d'Ebola qui sévit dans le Sahel. Notre peuple peut plier, mais ne va jamais céder car nous sommes convaincus que Dieu est avec le Burkina. En recevant le message, le haut commissaire de la province de Houé a promis de le transmettre à qui de droit. La Fédération des associations islamiques de l'Ouest du Burkina monte également au créneau pour dénoncer la barbarie des terroristes. Elle a mobilisé les imams à Bobo Dioulasso autour de la question. Des directives ont été données pour une plus grande vigilance au sein de la communauté et surtout pour une condamnation sans ambiguïté de tels actes. Karim Ilboudo, Ali Traoré. L'islam est contre le suicide. Il interdit également de porter atteinte à la vie d'autrui. Tels sont les premiers mots du président de la Fédération des associations islamiques de l'Ouest du Burkina à cette rencontre. Ahmad Sanogo a aussi condamné l'attaque terroriste du 15 janvier dernier à Ouagadougou. Et en conviant ses imams, il veut donner des directives pour éviter de telles situations. Le message d'être vigilant, de collaborer étroitement avec l'autorité, de sensibiliser beaucoup à la mosquée, de donner des enseignements islamiques sur la paix dans les mosquées. Bon, surtout de beaucoup prier pour le pays. Donc c'était les phares messages que nous avons donnés. Vous savez que souvent il y a des prêcheurs qui viennent, bon, on ne les connaît pas. Donc il faut qu'ils font beaucoup attention pour ceux qui viennent à la mosquée pour prêcher. Tout en louant l'initiative de la fédération, les imams ont promis de mettre en pratique ces directives. Ils ont par ailleurs souhaité la mise en dispositif sécuritaire dans les différents lieux de culte de la ville. Je peux donner comme un message à toutes les populations et puis tous les fidèles que nos cas faire très vigile à ceux qui rentrent dans la mosquée, l'environnement, puis dans le quartier, entièrement comme dans la ville. Après la sensibilisation, la fédération compte passer à l'action. Très prochainement, elle envisage de tenir une rencontre avec les autorités locales afin de trouver des solutions pour minimiser le phénomène. 4 membres du gouvernement hier à Djibo, 8 jours après l'enlèvement du docteur Elliott et de son épouse, la délégation gouvernementale est allée à la rencontre des forces vives de la localité. Un seul sujet au centre des échanges, la sécurité. Jean Zongo et Yanteda. La mission gouvernementale arrive à Djibo
pour assurer et réconforter les populations. Au pied de l'hélico, le haut-commissaire du SAUM, avec les leaders d'opinion pour l'accueil, en vue d'un face-à-face avec les forces vives de la province, toujours traumatisés par la théorie sur la sécurité burkinabé à Inabao et l'enlèvement du couple Elliott le 15 janvier dernier. Un sentiment d'assurance, parce que le gouvernement a envoyé une délégation pour vraiment nous soutenir, pour dire que nous ne sommes pas à part du Burkina Faso, nous sommes une partie intégrante du Burkina Faso. Et cette rencontre, le ministre en charge de la sécurité rassure, les moyens sont déployés pour troubler les troubleurs. Nous sommes venus aussi pour rassurer les populations de Djibo que le président du Faso, en tant que ministre de la Défense, et le Premier ministre, chef du gouvernement, ont donné des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité pour que toutes les dispositions soient prises sur toute l'étendue du territoire pour qu'ensemble, avec l'aide de la population, la contribution de la population du Burkina, nous puissions assurer la sécurité de tous les citoyens qui vivent ici au Burkina. Pour y arriver, la sécurité insiste sur la collaboration des populations. Et séances tenantes, les femmes, les élèves, les anciens avec l'émir de Djibo en tête décident d'accompagner le dispositif étant les radars par lesquels l'information doit passer. Tout cela sous la coordination du collectif Je suis Elliott. C'est avec cette association nous comptons mener la lutte jusqu'à ce qu'on libère Elliott. Par les prières, par les renseignements aux autorités sécuritaires. Pour la délégation ministérielle, le peuple a déjà remporté des batailles et va vaincre encore cette nouvelle pour ensuite gagner la guerre. À condition que la population ne cède pas à la panique. Après Djibo, cap est mis sur Tinakov pour féliciter et encourager les forces de défense et de sécurité, rassurer là-bas aussi les populations. Une insécurité qui ne concerne pas que le Sahel. Hier, des braqueurs ont tendu une embuscade sur la voie qui relie Kamti à Djigwe, à la frontière ivoirienne. Une personne a été tuée et plusieurs autres ont été dépouillés de tous leurs biens. Les braqueurs se sont ensuite évanouis dans la nature. Madou Ouedraogo, Christophe Da. Un mort, d'importantes sommes d'argent, 4 motos et des téléphones portables emportés par les braqueurs dans cette énième attaque à main armée au sud-ouest. C'est à Irnao, entre Kamti et Djigwe, à environ 75 km de Gawa, que les malfrats ont frappé ce samedi. Selon les témoignages, entre 9h et 10h, 5 hommes, 4 à visage découvert armés de Kalachnikov, de pistolets et de couteaux, tendent un traquenard à ce virage. Une quarantaine d'usagers de la route en font les frais. Ce sont des agents du district sanitaire de Gawa et des habitants des villages qui jouxtent ce lieu. Je suis allé au champ à Trepo. À mon retour, on les a croisés en route. On les a arrêtés, on était 3. Mais puisque moi j'étais parti au champ, je n'avais pas assez d'argent sur moi. J'avais 5 000 francs, en plus mon portable et puis clé de ma moto. C'est ce qu'ils ont pris avec moi. Mais mes amis qui me suivaient, j'étais 2. Et j'avais presque 900 et quelques mille. Ils les ont déshabillés une nuit et puis enlevé tout l'argent. Ils nous ont arrêtés, nous ont tous couchés et fouillés. Ils m'ont pris mes 42 000 francs, ma CNIB et les documents de ma moto. Puis un type est arrivé dans un véhicule, il voulait faire marche arrière, ils l'ont poursuivi là-bas et les coups de feu sont partis. Ils sont revenus et ont filé. L'occupant de ce véhicule, un agent de la Sofitex, la société burkinabé des firmes textiles, ne survit pas à la fusillade. La levée du corps est déjà faite à notre arrivée sur les lieux vers 17h. Après leur forfait, les bandits s'enfuient en direction de la frontière de la Côte d'Ivoire à bord d'un véhicule des victimes qu'ils abandonnent plus loin. Une source sécuritaire annonce le déploiement dans la foulée d'un important système de sécurité sans plus de détails, la police n'ayant pas souhaité s'exprimer après ce braquage. À présent, on s'arrête sur la mise en œuvre de la journée de travail continue dans la fonction publique, une mesure qui présente de nombreux avantages, mais sa mise en œuvre a également révélé de nombreuses contraintes, notamment pour les parents d'élèves. Heureusement, là aussi, des réaménagements ont été faits pour adapter les horaires des élèves à la nouvelle donne. Explication Ibrahima Sombier et Nathalie Sawadogo.
Des enfants qui s'amusent dans un bureau. La scène se passe dans un service administratif. Des élèves du préscolaire, du fait de la journée continue, se voient obligés de rejoindre les parents dans leur service pour attendre l'heure de la descente. Moi, je trouve que la journée continue, c'est une bonne et en même temps un fardeau pour nous, les fonctionnaires. Le mardi soir, l'enfant n'a pas cours. Il n'y a pas de la cantine ouverte. Donc je suis obligée d'aller chercher l'enfant à 12h, le ramener au service, et parce que je dois finir à 15h30. Et vous voyez comme c'est un peu difficile, nous travaillons avec les enfants au bureau. L'enfant aussi adopte un autre mode de vie. Je ne suis pas sûre que le rendement escompté, on va l'atteindre. Abandonner l'enfant aussi tout seul à 12h pour attendre 16h, c'est aussi des risques qu'on court. J'ai 2 enfants à l'école primaire et une qui est au préscolaire. Elle n'a pas cours les soirs. Donc je suis obligée de la chercher. Souvent je pars au lycée, je négocie les surveillants pour qu'ils gardent mes enfants. Mon enfant, pour moi, le temps de finir mes cours, je la cherche et on est obligé de revenir pour chercher le grand frère et la grande sœur avant de rentrer à la maison. Je crois que c'est quand même vraiment difficile. Ces enfants se retrouvent dans un milieu qui n'est pas le leur et ce ne sont pas les difficultés qui manquent. C'est un petit problème qui ne manque pas. Vous savez, les enfants, quand ils veulent se soulager, il faut des pots, tout ça. Bon, le service n'est pas adapté pour ça. Donc, sincèrement, ça me pose des difficultés dans ce sens. Les parents interpellent le gouvernement à revoir la mesure engagée. Vraiment, les autorités pouvaient faire de telle sorte qu'il y ait une adéquation entre les heures des enfants et les heures des parents. Pour moi, je pense que ça va, l'administration même va gagner. La mesure que moi je préconise, si on pouvait adapter le système de journée continue également dans les établissements avec des mesures d'accompagnement. Quelles sont ces mesures d'accompagnement? Je parle de la cantine pour les enfants. Donc s'ils peuvent rester à l'école, manger sur place, et également pour le préscolaire, ils peuvent rester avec des jouets s'amuser en attendant 17h. Aux dernières nouvelles, prenons le vendredi 22 janvier 2016 que le gouvernement a pris un arrêté conjoint pour remédier à la situation. Je peux dire que ça vient, nous avons reçu la note. L'arrêté nous parlant vraiment de ces changements au niveau des horaires journaliers dans les écoles. Apparemment, c'est un arrêté qui est officiel, qui doit concerner tous les systèmes éducatifs de notre pays. Et pour cette école, les horaires de classe changent à partir du lundi 25 janvier 2016 et ce pour tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h et de 14h à 16h, excepté le mercredi qui est de 7h30 à 12h. Malgré cela, certains parents ne sont pas satisfaits. Journée continue là, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est bien. Mais nos enfants là fait la catéchèse. Jeudi soir et puis samedi soir. Donc, moi, je ne sais pas quoi dire. Je trouve que ça peut aller. Seulement, le seul problème qui est là, on voit que jeudi, il y a cours les soirs. Alors que jeudi, on profitait souvent du soir là pour qu'ils aillent à la catéchèse. C'est le seul problème que moi je vois. L'instauration de la journée continue avait pour but l'amélioration et l'organisation du travail et du rendement, la réduction de la facture énergétique et des dépenses courantes. 5 mois après sa mise en œuvre effective, le chemin reste encore long. Voilà pour ce dossier. L'expertise burkinabé qui s'exporte bien, surtout dans le domaine des travaux publics. L'Africaine des travaux publics vient de décrocher un marché de plus de 70 millions de francs CFA au Niger pour le bitumage de 107 km de route. Le lancement des travaux a eu lieu en début de semaine. Mamadou Dabiré et Olopoda pour le reportage. Ce premier coup de bulldozer annonce la fin du calvaire des usagers du tronçon Ilela-Bagaroua dans la région de Tawa, à plus de 500 km de Niamey, la capitale nigérienne. Ilela-Bagaroua, si tu prends la route là, si tu reviens de 7h du matin avant que tu arrives à 6h du soir, avant d'arriver. Ça casse, tu vas aller au garage pour souder, pour faire tout cela. Donc maintenant, ce qu'on est en train de faire là, c'est avantage pour nous.
Long de 107 km et avec 27 km de bretelles, cette route va coûter au Niger plus de 66 milliards de francs CFA. Une saignée financière que le président Mahamadou Issoufou justifie amplement. Cette route, Lela Bagaroua, rentre dans le cadre du programme de renaissance sur lequel je travaille depuis 5 ans. Elle fait partie des 3000 km de routes bitumées qui ont été promis au peuple nigérien. Et je signale au passage qu'on a également dans ce domaine prévu de réaliser 2500 km de route en terre. Et il me semble que tous ces objectifs sont en train d'être réalisés aujourd'hui. Pour donner forme à cette importante infrastructure routière, le Niger a fait appel pour la seconde fois à l'expertise burkinabé à travers l'entreprise ATP, l'Africaine des travaux publics de notre compatriote Mahamadi Sawadogo dit Kadhafi. On n'est pas à notre première expérience au Niger. C'est un chantier qui va mobiliser des milliers de personnes et donc des centaines de matériels, engins et camions tout confondus. Plus qu'une confiance et un honneur, c'est un défi pour Mahamadi Sawadogo et ses hommes. La logistique nécessaire est déjà sur place et avec l'engagement ferme de respecter les délais, l'entreprise promet d'offrir aux populations dans 36 mois un bitume en bicouche de largeur de 7 mètres, des ouvrages d'art et d'assainissement selon les normes internationales. Culture à présent, zoom sur les silures sacrées, emblèmes de la ville de Bobo-Dioulasso. Leur légende a traversé les âges et aujourd'hui encore, circulent à leur sujet des poissons considérés comme des dieux protecteurs et qui sont vénérés notamment par les Bobo Betibie Naon et Moussa Sano. Ils sont vénérés par les populations autochtones de Bobo-Dioulasso. Ils sont aussi dans les armoiries de la commune. On les retrouve dans les eaux du Marigot Oué, mais également un peu plus loin de la ville, dans le lac d'Afra. Eux, ce sont les silures sacrés. C'est ici à Dioulasso-Bas, premier village Bobo, est situé en plein cœur de la ville, que beaucoup se réfèrent encore aujourd'hui pour percer les mystères entourant leur histoire. Nous sommes nés trouver ces poissons sacrés. Leur histoire remonte à très loin. Ils sont comme des humains pour nous. D'où est-ce que est venu le Marigot? Oui. D'après que c'est une source souterraine, une affluence souterraine, partant du lac d'Afra pour déboucher aux alentours du village de Pinima. Et les poissons sont passés par ce même canal pour aboutir aussi dans les marigots. Et selon les garants de la tradition à Dioulasso-Bas, les caractères sacrés des poissons seraient partis d'une partie des chasses où l'ancêtre Bobo très assoiffé a découvert le marigot oué grâce aux indications d'un oiseau. Ayant eu la vie sauve, c'est alors que l'homme aurait pris l'engagement de vénérer le cours d'eau avec tout ce qu'il contient, notamment ses silures. Et depuis, cela est devenu une tradition à Dioulasso-Bas et aussi ailleurs dans d'autres villages Bobo traversés par le marigot. Par exemple, en début de saison hivernale, s'il n'y a pas de pluie, on peut s'adresser au coin pour faire des rituels afin qu'il y ait de la pluie. S'il y a un malheur qui arrive aussi sur le village, d'après les vieux ou bien les devins, on s'adresse au même lieu là pour demander les esprits afin d'apaiser ces mal-là pour que ça n'atteigne pas la ville de Bobo-Dioulasso. Interdit de tuer et ou de consommer les poissons sacrés de Dafra qu'on retrouve dans le marigot oué sont aujourd'hui menacés de disparition. En octobre 2015, une personne a été appréhendée en possession d'une douzaine de ces objets culturels. Si il y a une mortalité de poissons, que ce soit délibérément fait ou par mégarde, vous êtes tenu à faire les rituels. Faites les funérailles. D'abord, l'enterrement se fait comme un humain, dans un linceul blanc. On l'enterre comme un humain. Celui qui a posé l'acte, on lui impose des sanctions. Les sanctions, c'est quoi? Si ce n'est pas trop grave, c'est peut-être 2 poulets avec le dolo pour faire le rituel, afin d'apaiser les esprits du marigot. Si c'est vraiment grave, vous allez jusqu'à un mouton, des poulets et puis des dolo.
Ceux qui tuent ce poisson-là commettent vraiment des dégâts. Étant le totem de notre village, de notre ville, les tuer nous expose à de graves problèmes. Il nous faut éviter cela. Outre le trafic, les poissons sacrés de Dafra sont aussi victimes de la pollution de l'environnement. Et face à ces situations qui menacent sérieusement leur survie, les garants de la tradition tirent la sonnette d'alarme. Les informations sportives pour terminer et nous recevons Mahmadi Ouena de la rédaction sportive de la télé. Bonsoir Mahmadi. Bonsoir Jean-Emmanuel. Alors, et pour ouvrir cette page sportive, la 9e journée du championnat de foot de D1. Oui, le championnat qui est revenu après un week-end dû aux deux nationales. Et vendredi, déjà, ça a repris. Et hier, au stade du 4 août, avec la complicité de la réalisation, nous allons voir les images. L'Étoile filante de Ouagadougou a battu le BPS 2-0. Vous voyez les deux buts de Lefo. Là, c'est le deuxième but sur penalty. Le premier, c'était sur coup franc. Et à Dédougou, le Bancu Sport a été battu par le RCB, le champion à titre. Vous voyez les buts du RCB et les deux réalisations, l'autre sur coup franc et le mené 2-0. Et Bancu a réduit le score dans les derniers instants du match. C'est le but de Bancu que nous allons voir comme ça. La réduction du score? Oui, la réduction du score en seconde période. Le Racing a mené 2-0 en première partie de jeu. Et les autres résultats de cette 9e journée du championnat national de football de première division, le Santos a battu cet après-midi l'Asfaïnga 2-1. Le Santos, après avoir battu l'EFO en milieu de semaine, se perd l'Asfaïnga ce soir. Et Majestic, hier à Pau, a battu l'USFA. Et l'USFA, du moins, a battu Majestic 3-1, COSAF AGEP 3-0 pour COSAF, Lusco bat l'USI 2-0, l'AS Sonabel bat l'ASFB 2-1 et vendredi le RCK et l'USO s'étaient séparés sur le score de 0 partout. Au classement, oui, le RCK est premier avec 17 points, suivi du Racing 16 points et de COSAF 16 points également, c'est le trio de tête comme ça. Et au bas du tableau, les relégables, ceux qui sont en 2e division à l'instant, c'est le Bancu Sport 3 points et l'ASFB 3 points également. Alors Ouena, le championnat de foot féminin également a démarré aujourd'hui. Oui, ça a démarré ce matin avec 4 matchs. Reine du Yatenga bat Princesse 3-1, et Princesse de Ouagadougou. Étincelle de Ouagadougou, AS Tigres de Bobo Dioulasso 1 but partout. Danta AC de Dédougou et Lyon Doué 0 partout. Et l'USFA prend le dessus sur les gazelles de Namba Kango. Des nouvelles également du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN qui se déroule actuellement au Rwanda. Oui, le CHAN qui se déroule au Rwanda et la poule A était à sa dernière journée et le Rwanda a été battu 4-1 par le Maroc et la Côte d'Ivoire aussi a pris le dessus sur le Gabon 4-1. Et il faut dire que le Rwanda était déjà qualifié et cette défaite laisse toujours les Rwandais sur la première place du groupe et la Côte d'Ivoire qui, en battant le Gabon, rejoint le Rwanda, évidemment qualifié avant ce dernier match. Et il y a aussi la RDC qui est déjà qualifiée, qui est dans la poule B qui va jouer ses derniers matchs demain. On aura Éthiopie, Angola et Cameroun, Air de Congo à 16h. Il faut dire que là, c'est le Cameroun en ballottage favorable parce que Air de Congo est déjà qualifié. Le Cameroun a 4 points et l'Éthiopie a 1 point. Donc, en cas de nul et peut-être même une défaite, peut toujours aider le Cameroun. Ok. Et le Burkina est le grand absent. Oui, le Burkina est le grand absent. Du cyclisme pour finir, donc, Mahmadi Ouena, avec l'épilogue de la Tropicale Amissa Bongo au Gabon. Oui, la Tropicale Amissa Bongo qui est le tour du Gabon et c'est le Français Adrien Petit. Et son nom est Petit, mais il est le vainqueur de cette 11e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Il succède au Tunisien Rafa Chitoui, vainqueur en 2005. Il faut dire que le premier Burkinabé dans cette compétition est Amidou Yamwego. Il se classe 49e. Et Mathias Sorgo qui le suit est 54e. Bon, on ne donnera pas pour les autres qui sont au plus bas du classement. C'est pour vous donner une idée du niveau de la compétition. Et le vainqueur du Tour du Faso 2015, qui est le Marocain Lachaini Mouchine, lui termine 18e. Il y a un autre Marocain, Abdul Geloul, qui est le
qui a fait le tour du Faso aussi, qui se classe 6e, et le meilleur africain dans cette compétition de la 11e édition de la Tropicale Amissa Bongo est l'Érythréen Tesfom Akouba Mariam, qui se classe 3e à 25 secondes du vainqueur. C'est vrai qu'il n'était pas à Ouagadougou, mais ça montre que les Érythréens sont parmi les grands du cyclisme. Il s'appelle Mariam, mais c'est bien un garçon. Oui, c'est bien un garçon. Alors, merci Mamadi Ouena pour toutes ces informations. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe de cette semaine vous souhaite une bonne reprise de travail demain.